Donc, je suis enseignant-chercheur à l'université de Toulouse, Jean Jaurès, où se développe un pôle de recherche aéronautique pluridisciplinaire qui dispose d'une revue académique qui s'appelle Nacelle, une revue en anglais et en français, qui est disponible sur le support numérique, hein, et qui paraît plusieurs fois par an. Alors, il faut bien voir qu'il y avait deux visions de la manière de voler. C'est un vieux rêve de l'humanité, hein, dans l'Antiquité, Icare, etc. En gros, il y a la vision plus lourd que l'air, comme les oiseaux, hein, et plus léger que l'air, hein, la poussée d'Archimède appliquée au gaz. Et pendant longtemps, on n'a pas su comment les oiseaux volaient, on pourra en parler. Par contre, on a assez vite compris dès la fin du XVIIIe siècle, que si on mettait un gaz plus léger que l'air, eh bien, les ballons volaient. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis au début de l'air chaud dans des ballons. C'est les frères Montgolfière, hein, Montgolfière qui ont fait voler les premiers ballons avec des animaux, puis des hommes, hein, dans les années 1780 à Paris, hein. Et ensuite, ces ballons sont perfectionnés. On a mis du gaz, l'hydrogène, hein. On a pu traverser la Manche très rapidement. Et on a utilisé ces ballons, qui étaient des ballons libres, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de moteur, hein. Ils allaient où le vent les guidait. On pouvait aussi les tenir avec des câbles. Et c'est pour ça, très très rapidement, pendant les guerres révolutionnaires, il y a eu un bataillon d'observateurs en ballon qui ont permis, pendant certaines batailles de la Révolution, d'observer où étaient les troupes ennemies. Et puis on a progressé. Ces ballons donc sont devenus de plus en plus fiables, avec du lest, etc. L'exemple typique, c'est pendant la guerre de 1870, quand Paris était encerclé par les Prussiens. Vous aviez le courrier qui partait de Paris, où certaines personnes, hein, et par exemple un célèbre homme politique, un des fondateurs de la Troisième République, Gambetta, hein, qui est parti de Paris depuis Montmartre, hein. Et après, ces ballons sont encore perfectionnés parce que, évidemment, ces ballons allaient où le vent les portait, hein. Eh bien, ça a été les dirigeables avec des moteurs, hein. Et pendant toute une période, on peut dire jusqu'en 1930, au XXe siècle, hein, on a pensé que l'avenir de l'aviation, c'était peut-être le plus léger que l'air, les dirigeables. Mais il y a eu une catastrophe terrible, un Zeppelin, donc un dirigeable allemand, qui a explosé parce que l'hydrogène est inflammable, et ça a été la fin du plus léger que l'air. C'était une fin relativement dramatique, mais une fin provisoire parce qu'il y a toujours des dirigeables, hein, maintenant perfectionnés, et on pense même qu'on pourrait transporter des marchandises en ballon, hein, et certains ballons servent aussi pour l'observation. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'évidemment, parallèlement au progrès sur le plus léger clair, hein, que ça soit les ballons libres, les ballons captifs, les ballons dirigeables, eh bien, on continue à essayer de comprendre comment les oiseaux volent. Alors, sans entrer dans les détails techniques, hein, ce qui fait qu'un avion vole, un oiseau vole, c'est ce qu'on appelle l'effet de portance. En gros, c'est le fait que l'air qui passe en dessous d'une aile a une poussée plus forte que la poussée de l'air qui passe au-dessus de l'aile. Mais on a mis extrêmement de temps à comprendre quelle était la bonne forme d'une aile. Et ces recherches finalement aboutit de l'autre côté de l'Atlantique, c'est les frères Wright, en 1904, qui ont fait le premier avion qui volait plusieurs centaines de mètres. Quelque temps avant, il y avait un Français, Clément Ader, qui avait aussi fait des vols à Issy-les-Moulineaux, mais son vol a été beaucoup, beaucoup plus restreint. Alors, ce qui est curieux, comme souvent, c'est que les frères Wright n'ont pas eu beaucoup de succès aux États-Unis. Ils sont allés en Europe. Et en Europe, là, ils ont eu un grand succès. Et vous avez
des personnes qui étaient souvent des gens qui faisaient de l'aviation, déjà de l'automobile, des aristocrates, des techniciens, qui ont décidé d'utiliser la technique Wright et l'ont perfectionnée. Et en particulier en France, hein, ça a été les fameux Farman, hein, ça a été aussi Blériot, hein, qui, dès 1909, ont pu avoir des performances étonnantes. Ces performances elles ont été prouvées en 1909, hein, date très importante, à deux occasions. D'une part, Blériot, dont je viens de parler, a fait la traversée de la Manche, depuis la France jusqu'à l'Angleterre. Et puis d'autre part, il y a eu de grands meetings aériens internationaux, grand meeting 1909 à Reims, où vous avez eu des tas de records qui ont été battus en vitesse, en altitude, en durée, ce qui a montré, en particulier aux militaires, que le plus lourd que l'air pouvait être très utile de manière parallèle au plus léger que l'air. Et ça s'est vu très rapidement, puisque dès 1911, les Italiens ont utilisé des avions pour observer les troupes turques en Libye, hein, que les deux pays se disputaient. Et évidemment, après, vous avez la Première Guerre mondiale. Alors, cette Première Guerre mondiale, elle va utiliser tout de suite les avions pour observer les troupes, l'avancée des troupes ennemies. Vous savez que pendant la guerre, l'observation, c'est vraiment essentiel, hein. Et par exemple, quand les Allemands, en 1914, se sont dirigés vers Paris, on a pensé à un moment donné qu'ils allaient rentrer dans Paris. Mais des observateurs de l'armée de l'air française, qui avait déjà quelques centaines d'avions légers, ont repéré que les Anglais, les Allemands allaient vers les troupes anglaises qui étaient situées à gauche de Paris. Donc c'était l'aile gauche et ça a permis aux Français de contre-attaquer, hein, en faisant la fameuse contre-attaque des taxis de la Marne. Donc voilà la première utilisation militaire, hein, de l'avion, du plus lourd que l'air. Mais rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que évidemment, l'ennemi, que ce soit les Français ou les Allemands ou les Anglais, ont voulu détruire les avions qui observaient leurs troupes. Et donc, ça a donné lieu à ce qu'on a appelé des chasseurs. On a mis des mitrailleuses, hein, ou des fusils au début, puis après des armes plus lourdes sur les avions. Et donc, il y a eu un enchaînement euh, de progrès pour que les avions soient plus rapides, soient plus lourds et puissent détruire les avions ennemis. Et il y a des milliers d'avions qui ont été construits par les protagonistes, hein, c'est-à-dire essentiellement les Français, les Allemands, les Anglais. Et les performances ont été multipliées par 3 ou 4 dans tous les domaines entre le début de la guerre en 1914 et la fin de la guerre en 1918. Après la Première Guerre mondiale, hein, après la victoire des Alliés français, anglais, américains, contre les puissances de l'Axe, et principalement l'Allemagne, la France disposait d'une aviation militaire énorme, avec des avions performants. Alors, on l'a dit, pour l'observation, pour la chasse, même déjà un peu pour le bombardement. Les Anglais avaient aussi une aviation très, très conséquente. Les Américains, c'était le début. Quant aux Allemands, le traité de Versailles heu, a fait que leur industrie aéronautique a été démantelée, hein, et ils n'avaient plus le droit d'avoir une armée de l'air. Alors évidemment, à cette période, on aurait pu penser que l'industrie aéronautique française allait continuer
comme elle l'avait fait, à dominer l'industrie aéronautique mondiale. Or, c'est pas ça qui s'est passé, hein, de manière effectivement très, très, très triste, si on peut dire, avec les conséquences qu'il y a eu pour le début de la Seconde Guerre mondiale. Alors, en gros, sans rentrer dans trop les détails, on voit bien qu'il y a eu une arrogance, si on peut dire, de l'industrie aéronautique française, hein, du fait de sa victoire, et que les industriels ont été souvent très conservateurs. Ils n'ont pas innové autant que leurs concurrents. Symbole, c'est l'émergence de l'industrie aéronautique américaine, avec la première traversée de l'Atlantique, hein, par Lindbergh, depuis New York jusqu'à l'aéroport du Bourget, hein. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et alors que les États-Unis faisaient des progrès techniques énormes, hein, prenez un exemple aussi dans l'aviation de transport, l'aviation commerciale, avec l'invention du premier avion commercial moderne, le DC-3, hein. Alors que les Allemands, même avant l'arrivée d'Hitler, ont continué à fabriquer des avions, alors pas des avions militaires, mais des avions civils extrêmement performants, en particulier la firme Juncker, qui faisait les premiers avions métalliques, hein, mais aussi les Anglais, qui ont très vite modernisé leur industrie aéronautique et leur armée de l'air. En France, jusqu'en 1936, l'industrie aéronautique a stagné, hein. On n'a pas eu, malgré des exploits comme ceux de Mermoz ou Saint-Exupéry, avec la postale, hein, le transport de courrier jusqu'en Amérique du Sud, hein. On n'a pas eu ces progrès. Alors en 1936, il y a une réorganisation de l'industrie aéronautique, hein. C'est, vous savez, le Front populaire, avec le ministre de l'Air, Cotte, qui décide de rationaliser l'industrie aéronautique, qui est très dispersée, peu efficace, et il y a une nationalisation de ces entreprises en différentes sociétés. Et on lance, parce qu'on sent que la guerre est proche, on lance des programmes aéronautique pour essayer de rattraper le retard, hein, puisque de l'autre côté du Rhin, depuis l'arrivée d'Hitler, l'industrie aéronautique allemande se développe très très vite, hein, pour les chasseurs, les bombardiers. Et malheureusement, en 1940, quand il y a la bataille de France, l'armée de l'air française est équipée souvent de matériel qui ne sont pas au niveau de ceux de leurs adversaires, même si l'armée de l'air se bat très courageusement. Elle a aussi dû acheter des avions américains, ce qui prouve le retard accumulé. Et c'est une grave défaite, évidemment, pour le pays, un écroulement du pays, mais pour l'industrie aéronautique, c'est aussi une défaite. Les conséquences de la mauvaise organisation de l'industrie aéronautique française et des choix qui sont aussi ceux du gouvernement et de l'armée de l'air font qu'en 1940, en mai 40, quand il y a la bataille, ce qu'on appelle la bataille de France, l'armée de l'air n'a pas le matériel suffisant et aussi peut-être les tactiques, ça c'est un autre problème, adaptés pour pouvoir vaincre les troupes terrestres et aussi l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe. Et pendant les années d'occupation qui suivent donc l'armistice, le fait est que l'industrie aéronautique française va être au service de l'occupant. Donc les industriels, la plupart, hein, vont fabriquer du matériel pour les Allemands. Et évidemment, pendant cette période de la Seconde Guerre mondiale, de même pendant la première, il va y avoir des progrès énormes qui vont être faits dans l'industrie aéronautique, hein. La performance des avions, elle est aussi multipliée par 2 ou par 3 en termes de vitesse, en termes d'emport entre le début de la guerre et à la fin de la guerre. Alors, les Américains vont faire d'énormes progrès, les Anglais vont faire d'énormes progrès, les Soviétiques, évidemment les Allemands.
mais pas l'industrie aéronautique française, hein, qui est sous contrôle allemand. Donc à la Libération, quand il s'agit de à nouveau reconstruire des avions, il y a plusieurs positions, hein, qui vont s'affronter, hein. Donc vous avez le général de Gaulle qui dirige un gouvernement provisoire, puis après il va y avoir la 4e République, hein. Mais pendant cette période, on se pose la question: est-ce qu'on va pouvoir vraiment produire des avions performants? Ou bien on doit acheter des avions à nos alliés, donc les Anglais et les Américains? Ou bien, solution intermédiaire, fabriquer des avions sous licence? Et le choix qui a été fait et qui est un choix, politique, il faut le dire, un consensus national va exister, de la gauche, donc le Parti communiste, le Parti socialiste, et puis les gaullistes, pour reconstruire une industrie aéronautique indépendante, alors qu'évidemment, on a un retard énorme. Il faudra attendre une dizaine d'années pour que l'industrie aéronautique française retrouve le niveau mondial, le niveau de compétence nécessité, par la concurrence mondiale. On peut donner quelques exemples, heu, un domaine, très, très original, c'est celui des hélicoptères. Hélicoptère, c'est un appareil évidemment plus lourd que l'air, mais la voilure n'est pas fixe, hein, comme sur ce qu'on appelle un avion, mais la voilure tourne, c'est ce qu'on appelle un rotor. Or, ce qui est intéressant, c'est de voir que les hélicoptères performants n'ont volé qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Français donc n'avaient pas construit d'hélicoptères. Mais en 1955, les Français ont mis une turbine sur un hélicoptère et ça leur a permis de faire des hélicoptères plus performants que les Américains. Puis un deuxième exemple, hein, pour montrer qu'en 10 ans à peu près, on a rejoint, le niveau de compétition, exigé, par la concurrence, c'est la Caravelle. C'est un avion de transport moyen courrier avec 2 réacteurs. C'était le premier avion moyen courrier, à réacteur. Évidemment, ça a été une très belle réussite technique. Donc il a fallu une dizaine d'années pour que l'industrie aéronautique retrouve, française retrouve une place dans la concurrence internationale et même qu'elle dépasse l'industrie britannique, hein, qui était pourtant bien plus puissante que l'industrie française. Donc la question de la propulsion à réaction, est évidemment une question centrale puisque ça a bouleversé, l'industrie aéronautique. Alors, à l'origine, les moteurs, hein, c'est des moteurs à explosion, comme les moteurs qui propulsent les automobiles depuis, le début du XXe siècle, hein. Et ces moteurs ont des qualités, mais ils sont tout de même limités, hein, ils font beaucoup de bruit, ça c'est pas très, très grave, mais ils sont relativement peu puissants. C'est très difficile de faire des gros moteurs puissants et puis ils vibrent beaucoup. Alors le réacteur, bon, sans rentrer dans les détails techniques, hein, c'est l'air qui rentre d'un côté et l'air qui ensuite, pousse l'avion de l'autre côté par éjection, a d'énormes qualités. On a commencé à faire des prototypes pendant la Seconde Guerre mondiale et on est arrivé à faire des avions à réaction de combat, des chasseurs. D'une part, les Anglais, parce que c'est les Anglais qui les premiers ont fait des avions à réaction et puis ensuite, très peu de temps après, les Allemands. Mais ils ont pratiquement pas été utilisés en opération. C'est après la Seconde Guerre mondiale que dans l'aviation militaire, hein, j'insiste, l'aviation militaire, les chasseurs, on va effectivement faire des avions à réaction qui vont être beaucoup plus rapides que les avions, les chasseurs qui étaient propulsés par des moteurs à explosion, hein, qui les meilleurs volaient à 500-600 km/h et déjà rapidement avec l'avion à réaction, on va atteindre des vitesses de 900 km/h, 1000 km/h et on va même percer ce qu'on appelle le mur du son, le bang, le fameux bang. Puis faire des avions qui ont fait 2 fois le bang. Donc ça, c'est l'aviation militaire à réaction. Et évidemment, la question était de savoir si les moteurs à réaction pouvaient être utilisés pour les avions
de transports commerciaux en partie. Et là, ça a été une question qui a été, effectivement, débattue parce que certains pensaient que, ça n'était pas possible et ce sont les Anglais, avec le Comet, un avion commercial, qui les premiers ont montré que l'aviation commerciale pouvait être l'aviation à réaction. Mais c'est les Américains qui ont tiré, le mieux profit de ce moteur à réaction, avec en particulier Boeing, hein, qui a lancé, à la fin des années 50, Boeing 707, qui a été le premier avion long courrier à réaction et ça a permis à Boeing de dominer l'aéronautique mondiale. Et quand on est dans un avion à réaction, pour un passager, plus de vibrations, beaucoup moins de bruit et puis une vitesse beaucoup plus importante, hein. On passe en gros de 500 kilomètres à l'heure à 900 000 kilomètres à l'heure. Donc on double la vitesse dans un confort beaucoup plus grand. L'industrie aéronautique, c'est une industrie qui a une caractéristique, c'est qu'elle est à la fois une industrie de souveraineté, c'est-à-dire qu'elle est essentielle pour l'indépendance nationale. Au niveau militaire, bien sûr, hein, puisque c'est une arme de supériorité, hein, que ce soit pour le bombardement, pour les chasseurs, mais aussi au niveau commercial, hein, puisque avoir des avions, ça permet de transporter des passagers, être indépendant, hein, par rapport aux autres pays. Alors ça, c'est l'aspect national, industrie de souveraineté. Mais d'un autre côté, c'est une industrie mondiale parce que les avions se vendent dans le monde entier et puis le transport aérien aussi, c'est un transport qui dépasse les frontières. Alors, pour l'industrie aéronautique française, cette, question de à la fois une industrie de souveraineté, une industrie mondiale, s'est posée assez rapidement, hein, puisque le marché, français est relativement limité, donc il a fallu exporter, hein. Comment exporter? Bah, pour exporter, il faut faire des produits qui sont, plus compétitifs en termes de prix et de qualité que ceux des concurrents. Et c'est pour ça que l'industrie aéronautique française, très rapidement, a cherché à trouver des marchés civils et militaires. Alors civil, on en a parlé, c'est la Caravelle, cet, avion biréacteur, hein, le premier moyen courrier biréacteur, mais il s'est vendu, relativement peu, hein, 300 exemplaires, alors que les Américains qui ont suivi ensuite en ont vendu des milliers d'avions moyens courriers. Certains existent toujours, hein, comme le Boeing 737. Et par ailleurs, pour les avions militaires, hein, c'est une autre firme, c'est une firme, non pas, nationale comme celle que je vais évoquer, qui a été nationalisée en 1936, mais une firme privée, Dassault, qui a fait des avions très performants, les fameux Mirage, fabriqués par, Marcel Dassault, qui ont été exportés dans le monde entier. Alors la question qui s'est posée, dans l'aéronautique, au niveau commercial, ça a été comment faire voler des avions performants qui puissent aussi être accessibles au plus grand nombre. Et là, il y a eu des ruptures, des innovations importantes, hein. Ça a été quand Boeing a décidé de faire un très gros avion, qui s'appelle le Boeing 747 et le prix de pour le passager a énormément baissé. Et donc on s'est retrouvé avec effectivement une industrie aéronautique, qui permettait de fabriquer des avions peu coûteux pour les passagers, extrêmement fiables, hein, puisque non seulement il y avait des réacteurs, mais on a mis en place des systèmes, électroniques, des systèmes informatiques pour que les avions soient de plus en plus sûrs et que le pilotage soit de plus en plus facile. À titre d'exemple, hein, dans les années 50, au début des 50, il y avait encore 5 personnes dans la cabine de pilotage, hein. Et grâce aux progrès techniques, aujourd'hui, on n'en a plus que 2, ce qui évidemment est un coût beaucoup plus faible, hein, de personnel et donc qui permet
de baisser le coût d'utilisation de l'avion et donc le prix du passager. Donc vous avez une expansion du transport, commercial de manière exponentielle à partir de la fin des années 50, hein. Le commerce et aussi le transport de passagers se démocratise, de plus en plus de gens qui prennent de l'avion sur les moyens courriers, sur les longs courriers et avec des avions qui sont de plus en plus sûrs parce qu'il faut le rappeler, hein, le nombre d'accidents par passager kilomètre est extrêmement faible dans l'aéronautique, hein, par rapport évidemment à l'automobile, mais même, par rapport au ferroviaire. Et donc vous avez une extension du transport commercial qui va, permettre, à l'industrie aéronautique française de se développer, mais en s'appuyant sur une stratégie d'alliance, de coopération. Alors cette coopération, elle a eu lieu, dans beaucoup de domaines de l'aéronautique. Elle a eu lieu d'abord, dans un domaine qui était le supersonique. Parce que les Français et les Anglais, qui étaient dominés, comme je l'expliquais, par l'industrie américaine, en particulier Boeing, ils se sont dit: «Si on veut rentrer sur le marché de l'aéronautique commercial, il faut qu'on fasse un avion beaucoup plus rapide» et ça a été le fameux Concorde dans les années 60. Alors cet avion, effectivement, c'était l'avion qui permettait de voler 2 à 3 fois plus vite entre, par exemple Paris ou New York, mais malheureusement, il avait un défaut, c'est qu'il consommait beaucoup plus de kérosène et donc ce succès technique franco-britannique a débouché sur un échec économique, hein, extrêmement coûteux. La deuxième voie qui a été suivie, ça a été celle d'aller dans les la baisse du coût et donc c'est là l'idée qui est germée en France, en Allemagne et en Angleterre, c'est qu'on pouvait faire des avions moyen courrier beaucoup plus gros. Alors plus un avion est gros, moins le coût passager est important et ça a été le projet Airbus. L'A300B, le premier Airbus, hein, qui a volé au début des années 70, a permis enfin à l'industrie aéronautique française alliée à l'industrie aéronautique allemande et anglaise de commencer à pénétrer sur le marché qui était dominé par les firmes américaines et plus particulièrement par Boeing. Et peu à peu, ce qui s'est passé, c'est que Airbus a su créer des avions plus modernes que les avions de Boeing. Alors on va parler d'une innovation, très importante, c'est celle des avions à commande électrique. C'est l'A320. C'est un avion qui existe toujours, hein, qui est décliné. C'est le premier avion au monde où ce sont plus des commandes hydrauliques, mais des commandes électriques, qui sont beaucoup plus efficaces et grâce à cet, avion qui est apparu dans les années 80, Airbus a commencé à devenir un leader, à remettre en cause plutôt le leadership de Boeing, hein, jusqu'à ce que peu à peu, heu, Airbus, grâce aussi à d'autres programmes, atteigne la parité avec Boeing et ce qui est important à voir, c'est qu'aujourd'hui, Airbus a plus de parts de marché que Boeing et c'est évidemment, fantastique quand on voit d'où partait l'industrie aéronautique, française après la libération où les retards techniques étaient énormes, les ateliers étaient en grande partie détruits, il y avait plus de main-d'œuvre et c'est une histoire très étonnante, hein, un peu ce qu'on appelle contre-intuitive. De même dans les hélicoptères, le premier fabricant d'hélicoptères civils au monde, c'est, on appelle ça Airbus Hélicoptères, anciennement Eurocopter, qui comme je l'ai dit, a commencé à prendre des parts de marché grâce à la turbine. Dans l'industrie aéronautique commerciale, on va parler essentiellement de celle-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est instauré un duopole.
Alors, un duopole, c'est donc 2 entreprises qui dominent le marché, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça s'est passé. C'est-à-dire qu'à l'origine, il y avait 3 constructeurs qui dominaient, c'était des constructeurs américains: Douglas, Lockheed et puis Boeing. Et peu à peu, Boeing a éliminé ses concurrents américains et ils se trouvaient là, pratiquement en position de monopole au niveau du monde, puisque les autres constructeurs américains avaient des parts marginales. Les Anglais avaient pas encore plus marginales et les Français encore plus marginales. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on en a parlé, Boeing n'a pas vu venir Airbus. Hein, ils étaient un peu dans l'arrogance dont j'ai parlé, pour l'industrie aéronautique française après la Première Guerre mondiale. Ils n'ont pas vu que le petit Européen, qui au début évidemment n'avait pas vendu d'avion, allait être dangereux. Et quand ils sont réveillés, il était un peu trop tard et Boeing n'a pas pu résister à la montée en puissance d'Airbus. Et ce qui est intéressant à voir, c'est ce qui s'est passé, dernièrement. C'est que sur le marché des moyens courriers, donc les avions qui volent pour faire, simple, entre 1 000 et 3 000 à 4 000 kilomètres, hein, ce marché des moyens courriers, c'est un marché énorme. C'est un marché, qui permet de servir, l'ensemble, du territoire américain, mais européen, beaucoup de lignes asiatiques et cetera. Il est beaucoup plus important que le marché des longs courriers. Or, on en a parlé, vous aviez l'A320, c'est un avion donc, fait par Airbus, qui était révolutionnaire. Les Américains, eux, avaient le Boeing 737, qui est un avion plus ancien. Mais les Américains ont fait une très grave erreur, Boeing, il y a peu de temps, c'est avant la pandémie. Ils n'ont pas voulu moderniser vraiment cet avion 737. Ils ont mis un moteur qui a déséquilibré l'avion. Et ce 737 dit Max a eu des catastrophes, a connu des catastrophes. Il y a eu 2 accidents majeurs qui ont fait que le 737 Max a été retiré du ciel. Pendant ce temps-là, l'A320, qui lui était modernisé avec un nouveau moteur, a gagné des parts de marché. Ce qui fait que, peu à peu, Airbus a dépassé Boeing. Et évidemment, c'est une chose nouvelle, mais il ne faut pas sous-estimer le fait qu'il peut y avoir de nouveaux concurrents. Alors, les Soviétiques avaient autrefois une industrie aéronautique très puissante. Les Russes ont encore une industrie aéronautique, mais dans le domaine de l'aviation commerciale, ils ne sont pas pour le moment compétitifs. Les Brésiliens ont aussi une industrie aéronautique. Les Canadiens en avaient une, mais c'est les Français, les Européens qui l'ont pris. Donc, les nouveaux concurrents potentiels, ce sont les Chinois. Alors, pas tout de suite, mais en relativement peu de temps, peut-être 20 ans, 20 ou 30 ans, on va sans doute voir arriver les avions chinois, hein, et ce ne sera plus un duopole, hein. Ce sera sans doute un marché où il y aura un oligopole avec 3 acteurs. En faisant extrêmement schématique, hein, on peut dire qu'il y a d'une part l'aviation commerciale, donc vendre des avions de transport de passagers aux compagnies aériennes, hein, et d'une part le marché militaire, donc qui s'adresse aux armées de l'air. Alors la situation n'est pas du tout la même parce que les États-Unis disposent d'une armée de l'air énorme. Et on pourrait dire qu'en plus d'autres armées, hein, il n'y a pas que l'armée de l'air, l'US Air Force, qui a des avions, mais il y a aussi la marine, qui a ses propres avions, sur les porte-avions essentiellement, l'armée de terre, et donc le marché américain et militaire est immense. Et il est vrai que dans le domaine de l'aviation commerciale, les Américains ont mis longtemps, les compagnies aériennes ont mis longtemps à acheter du matériel non américain, mais dans le domaine militaire, là, c'est une question de souveraineté. Donc il est très difficile, très, très difficile aux entreprises européennes
entreprises non américaines de vendre des avions militaires aux États-Unis. C'est vrai que dans le domaine militaire, le marché américain est un marché quasiment captif. À la marge, les Américains ont pu acheter, des hélicoptères, européens ou quelques avions, mais c'est pour 99 ce sont des avions américains. Ce qui permet aux industriels américains, vu les grandes séries, de produire des avions à bon marché, alors que pour les exporter aussi, hein, forcément, puisqu'ils sont bon marché et pour l'essentiel, de bons avions. Alors que les avions européens et les avions français en particulier, ils ont un marché captif extrêmement petit, hein. L'armée de l'air française, c'est peut-être 20 fois moins d'avions que l'armée, américaine, hein. Et ça nécessite pour les industriels qui font des avions militaires, donc essentiellement Dassault, je vous ai parlé, le fameux Rafale qui a succédé au Mirage, de faire d'énormes efforts pour pouvoir exporter leurs avions. Parce que si on en fait peu, il est cher, donc il est cher pour l'armée de l'air française et donc c'est une nécessité de les exporter et c'est pas facile. Alors l'exemple où ça a bien marché, c'est le fameux Mirage 3. C'est un avion qui a été conçu dans les années 60. Il a eu un prestige énorme parce que l'armée israélienne en disposait et qu'ils ont pu remporter une victoire très importante en 1967. Ça fait beaucoup de publicité pour Dassault. Mais ensuite, ça a été beaucoup plus difficile et on peut dire que, pour l'essentiel, ce sont les Américains qui dominent le marché militaire de l'aviation, dans tous les domaines, mais essentiellement chez les chasseurs, même les hélicoptères. Mmh. Alors, sur l'industrie, aéronautique, il est intéressant de voir qu'elle est localisée essentiellement, pas entièrement, hein, dans le sud-ouest. Bon, évidemment, autour de Toulouse, Bordeaux aussi, Pau, bon, il y a un petit peu à Nantes, mais on voit bien que c'est au sud de la Loire. Il y en a un peu dans la région parisienne. Alors, c'est intéressant parce qu'à l'origine, le développement de l'industrie aéronautique en France c'était dans les plaines de Champagne. C'était aussi, le long de la Somme, en particulier parce que c'est des régions plates, hein, et que, on pouvait faire à l'époque, des avions qui volaient pas très haut, sans que ça soit très dangereux. Mais évidemment, ce qui s'est passé avec, la Première Guerre mondiale l'a montré, c'est que le danger venait non pas du sud, est et du sud-ouest, mais il venait du nord. Donc l'État a décidé de relocaliser l'industrie aéronautique, l'industrie de défense de manière plus générale, au sud de la Loire. Et évidemment, ces investissements importants de l'État dans le domaine militaire ont aussi eu, une conséquence au niveau, de l'industrie aéronautique civile. Ce qui explique pourquoi cette, industrie est localisée essentiellement dans le sud-ouest. Alors quand on dit industrie, il faut rappeler une chose, c'est que l'avionneur, donc à savoir, Airbus ou Dassault ou Boeing, conçoit l'avion et voit effectivement quel type d'avion il faut faire. Il le vend, il fait la prévente et il fait les réparations, mais il ne fabrique que très peu d'éléments, hein. L'industrie aéronautique, c'est les avionneurs, mais des motoristes, des équipementiers pour l'électronique, puisqu'il y a beaucoup d'électronique dans l'avion, par exemple Thales, hein. Et puis aussi, la fabrication des trains d'atterrissage. Tout ça, c'est fait par d'autres entreprises. Donc l'industrie aéronautique, ça n'est pas uniquement les avionneurs. À Toulouse, vous avez un ensemble d'industries, hein, il n'y a pas qu'Airbus. Alors, il ne faut pas esquiver, tous les débats autour de l'avenir de l'industrie aéronautique et puis aussi, les critiques qui sont faites au transport aérien. Alors, évidemment, l'aéronautique était très, très populaire, avec en particulier les exploits des grands pilotes, hommes ou femmes. Ensuite, l'industrie aéronautique a été très populaire et le transport aérien parce que les avions, ça fait rêver beaucoup d'enfants et d'adultes, hein.
et puis aussi parce que ensuite le prix du transport aérien a beaucoup diminué. Mais il y a eu des critiques qui sont apparues assez vite, en particulier au sujet du Concorde dont on a parlé, hein. Alors le Concorde, évidemment, il va très vite, mais il a un grand défaut, c'est qu'il est très bruyant. Il est très bruyant, et en particulier parce que quand on passe le mur du son, on a expliqué que l'avion en réaction, ça permettait d'aller plus vite que le mur du son, donc plus de 2200 km à l'heure, eh bien, ça fait des bonds dans le bruit, bonds, énormes bruits, et dans le ciel, ce qui fait que Concorde n'a pas été autorisé à voler au-dessus des continents, évidemment. C'était insupportable pour les populations terrestres. Mais il y avait aussi une autre critique, c'est que c'est un avion très bruyant au décollage. Et par exemple, à New York, hein, les riverains ne voulaient pas que Concorde se pose. Et puis enfin, Concorde consommait énormément d'énergie. Et donc, il y a des gens qui disaient c'est extrêmement coûteux, c'est du gaspillage pour voler. Alors ça concernait Concorde, donc l'aviation supersonique, qui jusqu'à présent, dans le domaine commercial, n'a pas eu de succès, hein, puisque Concorde a été arrêté, il n'y a pas eu de successeur. Ce qui est important de voir, c'est que ces critiques qui visaient Concorde, elles sont étendues peu à peu, sous l'influence beaucoup de mouvements écologistes, hein, pour résumer, sur différents aspects de l'aviation. L'aviation comme polluante et consommant énormément de kérosène, hein, avec effectivement du CO2, et contribuant donc à la disparition de la couche d'ozone. Alors, et puis aussi d'autres critiques concernant le transport aérien, permettant effectivement du transport de passagers à très bon marché dans des endroits dans le monde entier. Et donc, cette critique du transport aérien est associée aussi à une critique du tourisme de masse. Alors, il y a un événement important qui est arrivé, ça a été donc cette pandémie, ce Covid-19, qui a bloqué complètement le transport aérien pendant un certain temps. Et beaucoup ont pensé que l'industrie aéronautique n'allait pas se remettre de cette pandémie, et que, évidemment, les compagnies aériennes allaient faire faillite et qu'elles n'achèteraient plus non plus, évidemment, d'avions commerciaux. Et étonnamment, hein, il faut le dire, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. C'est-à-dire que dès qu'on a levé les restrictions au transport, eh bien, le transport aérien est reparti de manière très rapide. Il y a eu un effet de rattrapage, hein, parce que le transport aérien, on disait que c'était une croissance exponentielle, hein. Elle a repris, même plus rapidement qu'avant la pandémie. Et ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, le transport aérien redémarrant, l'industrie aéronautique a eu à nouveau des commandes. Et Airbus et Boeing, les deux principaux fabricants d'avions, ont des années de commandes. Ils sont même d'ailleurs, c'est curieux, en sous-capacité. Ils ne sont pas capables de fournir l'ensemble de l'industrie aéronautique, donc pas uniquement les avionneurs, mais les motoristes, etc., les équipementiers, les avions dont on a besoin. Alors, c'est des avions de type nouveau, moins polluants, encore plus sûrs. Alors, ça, c'est des améliorations qui se font avec des avions classiques, hein, mais évidemment, le débat a porté aussi sur de nouveaux types d'avions, donc de nouveaux types de moteurs, de nouvelles configurations. Alors, par exemple, Airbus pense sortir des avions qui ne seraient plus des avions avec des moteurs classiques à kérosène, mais des moteurs électriques ou bien des moteurs à hydrogène. Bon, le débat n'est pas tranché, qui seraient beaucoup moins polluants ou pas polluants du tout, et encore beaucoup moins bruyants, et encore beaucoup plus sûrs. Alors, pour le moment, il faut l'avouer, c'est plus des effets d'annonce que la réalité, hein. La réalité, c'est qu'on a de plus en plus d'avions qui sont plus
économes en carburant que les anciens, moins bruyants, moins polluants, encore plus sûrs, mais qui sont des avions qui poursuivent les progrès antécédents. C'est pas une rupture. La rupture, elle arrivera peut-être en 2050, donc pas tout de suite. Et là, pour le moment, l'industrie aéronautique, contrairement à ce que certains pensaient, n'est pas morte.